Face à l'urbanisation galopante et les difficultés d'accès au logement qui très souvent aboutit au mal logement, le gouvernement djiboutien a élaboré un programme, le programme Zéro Bidonville. Il s'agit d'un projet conçu pour être la pierre angulaire de la politique de logement dans notre pays. Pour aller plus loin et comprendre les vrais problèmes, le gouvernement est allé il y a quelques mois à la rencontre des populations et notamment de Balbala pour recueillir l'air de l'Alliance et qui a abouti par une étude diagnostic également dont les résultats ont été communiqués le 15 janvier dernier aux autorités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de complément d'infos pour comprendre justement tous ces problèmes et évoquer également le plan de développement urbain de Balbala Nord. Nous accueillons aujourd'hui les directeurs des Arilos qui est donc l'agence de réhabilitation et du logement social qui est dirigée par Abdelrahman Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, une première question. On a parlé pendant un certain temps de ces programmes des Zéro Bidonville, mais je voudrais qu'on revienne très rapidement sur la genèse de ces projets. Qu'est-ce qui a poussé justement les gouvernements à mettre en place ces programmes? Merci Abdelrahman de nous avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui du programme Zéro Bidonville. Nous aurons l'occasion durant cette année de bien présenter le programme Zéro Bidonville sur toutes ses formes à travers des émissions qui vont venir à travers les médias. Alors effectivement, face, comme vous avez dit, à une urbanisation galopante, nous avons eu un afflux massif donc, de la population, que ce soit des pays limitrophes, dans des cas de situation, par exemple de la sécheresse ou dans des conflits, qui sont afflux vers la capitale de Djibouti et qui ont grosso modo se sont installés dans les périphériques de la capitale, notamment et majoritairement à Balbala. Et durant cette installation, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait les standards d'urbanisation n'étaient pas respectés. Et aujourd'hui, à ce jour, nous avons des quartiers qui sont sous-équipés, donc qui n'ont pas de réseau d'électricité, qui n'ont pas d'équipements sociaux. Les ménages n'ont pas accès aux infrastructures de base. Et bien entendu, le taux de pauvreté est également assez énorme. Donc, en considérant la vision de notre gouvernement qui est de permettre à Djibouti, à l'horizon de 2035, d'accéder ou d'avoir un développement économique assez harmonieux, il était inévitable de proposer un plan pour, en quelque sorte, résorber ce déséquilibre économique par rapport au développement économique de Djibouti, mais également le développement social de nos populations. Donc le programme Zéro Bidonville est un programme présidentiel qui est initié par le président lui-même afin de permettre à ces ménages-là qui sont à l'intérieur de ce quartier précaire de pouvoir avoir des conditions de vie améliorées et une vie décente. Donc le programme Zéro Bidonville essaie de répondre à une problématique qui sont accumulées durant les années antérieures et cela va permettre grosso modo à vraiment investir dans le logement, dans les réseaux d'infrastructures et permettre à ces quartiers sous-équipés de pouvoir être maintenant des quartiers qui disposent de tous les équipements nécessaires et la population pourra vivre décemment dans ces quartiers-là. D'accord. À moyen et long terme? Alors c'est un programme normalement qui va s'étaler sur 15 ans, mais nous avons déjà commencé des premières opérations d'ici l'année dernière. Mais c'est un programme qui va normalement durer sur 15 ans et les investissements seront des investissements lourds, mais des investissements qui vont rentrer dans l'économie djiboutienne. Alors, on le disait au début, avant d'enregistrer donc cette émission, il y a un problème. Effectivement, c'est lui d'aller à la rencontre des populations de certaines zones, notamment, je pense à Balbala, il y a des personnes ou des familles qui sont là depuis 40-50 ans. Comment ça se passe concrètement sur le terrain pour les convaincre, notamment, de changer de mentalité? Alors, parce que il faut comprendre d'abord le programme, parce que je vais un peu expliquer le programme, ses piliers. Le programme, il a 5 piliers. Le premier pilier, déjà, c'est de préparer des terrains, donc c'est la prévention. Il faut préparer des terrains pour les futures générations, mais également pour les populations qui vont être délogées de ces quartiers précaires. Le deuxième axe du programme va concerner la restructuration même des quartiers. Et il y en a 13 qui ont été identifiés en priorité en urgence, 10 dans la commune de Balbala et 3 dans la commune de Boulaos.
Et le troisième axe du programme Zéro Bidonville, c'est la reconstruction en logement durable. C'est-à-dire là, on va permettre à cette population de bénéficier des crédits matériaux pour qu'ils puissent accéder, puissent transformer le logement précaire que vous voyez actuellement dans Balbala en un logement durable qui est également résilient face au changement climatique. Le quatrième axe, c'est un axe création d'emplois. À travers la mise en œuvre de ce programme Zéro Bidonville, nous comptons créer beaucoup plus d'activités. Actuellement sur le projet que nous avons déjà lancé, des jeunes du quartier de Balbala Ancien sont en train de travailler dans le projet et ça crée de l'emploi. Le cinquième axe, et qui va répondre à votre question, c'est le développement de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire renforcer la communauté pour qu'ils s'approprient du programme, qu'ils comprennent le programme. Et ça, c'est piloté conjointement avec le ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Et vous avez des agents sur le terrain? Nous avons le ministère du Logement et le ministère de la Convention et le ministère des Affaires sociales ont signé conjointement une convention de mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Donc sur le volet social, c'est ce ministère-là qui nous appuie et c'est lui qui, en quelque sorte, informe la population et prépare la population à toutes ces transformations et au changement de mœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, Abdelrahman, qu'une fois que l'État va investir dans la réhabilitation ou la restructuration des quartiers précaires, il y aura des investissements qui vont se faire, il y aura des voiries qui vont se faire, il y aura l'électricité qui va être ramenée, des équipements qui vont construire, mais il faut que la population sache comment préserver ces équipements-là. Il ne faut pas qu'il y ait déversement de l'eau pour que la route soit immédiatement endommagée. Et il y a tout un changement de mœurs que la population doit adopter. C'est pour ça que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité travaille conjointement et de pair avec le ministère du Logement et nous appuie dans tout ce qui est un développement de la population ou sensibilisation et information de la population et surtout renforcer l'ingénierie sociale de ces populations-là. Donc ça va répondre, nous estimons que la population sera mieux intégrée au projet plutôt que de subir, c'est eux-mêmes qui vont être des acteurs du programme Zéro Bidonville. C'est un programme quand même assez on va dire, gigantesque. Sur 15 ans, il faut, on va dire, l'un des axes, et sinon, le principal axe, c'est la mobilisation des fonds. Comment ça se passe à ce niveau? Alors, à ce niveau-là, effectivement, nous avons, avant d'attaquer la mise en œuvre du programme, nous avons préparé une stratégie de mise en œuvre. Nous avons préparé également le financement nécessaire à la réalisation. Nous avons estimé à peu près à 83 milliards, 85 milliards de francs Djibouti. Et le gouvernement, sous l'égide du ministère du Logement et le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des Affaires étrangères sont en train conjointement de préparer une table ronde des bailleurs qui va se faire d'ici cette année pour expliquer le programme Zéro Bidonville, ses aboutissements, sa genèse, sa transformation, ses résultats et les montants nécessaires qu'il faudra engager. Et nous espérons que, comme la Banque mondiale a déjà injecté un premier financement de 20 millions de dollars et un autre qui est en train de suivre de 30 millions de dollars, nous espérons que la communauté internationale va nous suivre et va également mobiliser des financements nécessaires. Mais bien entendu, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va nécessiter une politique sectorielle parce que le programme n'est pas un programme uniquement piloté par le ministère du Logement, c'est un programme qui doit être transversal. Il implique plusieurs ministères et vous avez eu l'occasion de voir que nous avons le ministère des Affaires sociales, mais nous avons également le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et Sport parce que nous devons libérer des emprises dans ces quartiers précaires qui sont démunis des équipements sociaux. Et pour ça, il faut que le ministère puisse déjà préparer son plan de financement et dès que le foncier est prêt, il doit commencer à réaliser les équipements scolaires. Donc c'est un programme multisectoriel et également c'est un programme qui va être une plateforme d'investissement. Parce qu'on est en train de préparer un site d'accueil de 110 hectares à Balbala Sud pour pouvoir déjà accueillir les impactés des opérations de reconstruction, mais également répondre à la demande. Et dans ce plan qu'on a finalisé, on a déjà identifié les écoles, le marché, les mosquées, et on a écrit à chaque département pour leur demander dès maintenant d'identifier. Donc le ministère de l'Éducation a déjà mobilisé un financement pour construire une école dans ce futur site qui va accueillir prochainement des impactés, mais également toute demande qui émane de nos populations, parce qu'il ne faut pas oublier que la croissance démographique augmente. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent au pays, qui veulent avoir une parcelle de terrain et qui veulent se construire un logement. D'accord. Nous allons avoir l'occasion de revenir justement sur ces points, mais vous avez voulu déjà tester
ces programmes à travers, on va dire, une phase pilote. Comment ça se passe pour le premier résultat? Alors le premier résultat, les résultats ne sont pas encore là parce qu'on a commencé l'année dernière, c'est-à-dire en octobre. Le projet pilote concerne la restructuration du quartier Balbala ancien, qui est le plus vieux quartier de Balbala, qui concentre à peu près sur une surface de 50 hectares. À peu près 19 000 personnes, donc c'est vraiment une population qui est très dense, très concentrée, et il y a peu, sinon pas d'équipement public à l'intérieur du quartier. Il n'y a pas d'espace d'air de jeu, il n'y a même pas des écoles, des cliniques, des CDC. Donc ce que nous prévoyons, c'est de restructurer ce quartier-là, d'enlever, je dirais, de recaser, de reloger les ménages qui seront impactés par les voiries, parce qu'on a fait un diagnostic, on est allé voir cette population-là, on leur a dit quelles sont vos principales préoccupations. Et une des principales préoccupations qui sont sorties était notamment les voiries. Ils n'ont pas accès à des voiries. Les personnes qui sont à l'intérieur du quartier, ces individus doivent marcher plusieurs kilomètres pour arriver sur la route d'Arta. Il n'y a pas à l'intérieur des voiries donc les programmes tendent à répondre. Parfois de 30 minutes sur 30 minutes en transportant souvent leurs malades, c'est vraiment difficile. Et c'est là où, dans ce quartier-là, on a dissocié en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle volet infrastructure prioritaire, qu'il faut rapidement faire une voie pour déjà désenclaver le quartier. Et dans la deuxième phase, qui va se faire d'ici avant la fin de cette année, la restructuration du quartier lui-même. Alors pour ça, la première voie a déjà commencé. C'est celle au niveau de la station Charles Haussmann. On a déjà bloqué. On est en train de faire une voie de 1,2 km qui va rentrer dans les quartiers et qui va permettre d'être le socle pour rentrer à l'intérieur du quartier, et d'autres voies tertiaires vont se rattacher à cette voie que nous sommes en train de faire. Et actuellement, nous avons engagé des jeunes qui travaillent. La voie sera faite en pierre taillée, parce qu'on recherche également le IMO, c'est-à-dire la haute intensité de main-d'œuvre. On pouvait le faire sous forme de bitume et aller assez rapidement, mais ce que nous recherchons, c'est que les jeunes de ces quartiers-là puissent être formés, travailler et avoir un emploi, et surtout la formation qualifiante. Donc c'est le ministère des Affaires sociales qui travaille avec nous de pair, et la population locale à l'intérieur. Nous avons des animateurs sociaux, nous avons des conseils des quartiers. Il y a toutes ces populations qui travaillent autour de ce projet-là, et nous avons commencé, et la voie est en train d'être faite actuellement. D'accord. Je voudrais quand même qu'on parle aussi à l'actualité du moment, en tout cas en ce qui concerne le ministère du Logement ou Arilos. Je parle évidemment du plan de développement urbain de Balbala Nord. Une étude a été menée par des experts, des diagnostics ont été établis et communiqués, je le disais tout à l'heure, le 15 janvier dernier. Que disent justement les conclusions? Alors, d'abord, l'étude a plutôt concerné Balbala Nord. Donc, vous savez que dans les quartiers qui ont été identifiés, 10 quartiers qui ont des caractéristiques de bidonville se trouvent à Balbala. Donc, Balbala Nord, c'est au nord de la route d'Arta. Au sud, c'est Balbala Sud, et au nord, c'est Balbala Nord. Alors, dans ce territoire-là, c'est le plus gros territoire de la capitale. On parlait de 60% de... Oui. Exactement, il parle de 60% à peu près de la surface. Et nous avons beaucoup plus de populations qui sont concentrées par rapport à Djibouti-Ville. Alors, dans ce quartier-là, le principal diagnostic a relevé qu'il y avait, par rapport à la densité de la population, d'abord, c'est une densité extrêmement élevée. Il faudra désengorger ce territoire-là. Parler déjà d'un des quartiers les plus densément peuplés de l'Afrique, c'est déjà assez effectivement, extrême. À titre de comparaison, pour Balbala ancien, la densité de la population est de 400 habitants par hectare. Dans le monde, on considère que le Japon est principalement par hectare les pays où il y a une forte densité. Imaginez que Balbala ancien surpasse le Japon, pour vous dire que c'est vraiment très très dense et qu'il faudra vraiment désengorger cette population-là. Et Balbala, effectivement, au nord, est très très dense, et un des principaux points qui est sorti, déjà, principale conclusion, c'est qu'il faut désengorger ce quartier-là. Deuxième point, c'est qu'il y a peu de voiries urbaines à l'intérieur. Il y a peu de dessertes à l'intérieur. Il y a quelques voiries primaires qui passent, mais principalement, les voiries secondaires et tertiaires sont déficientes. Il y a également une carence en infrastructure. Il y a peu de terrains de sport, il y a peu de structures, je dirais, culturelles. On n'a pas de saline. Le salle de spectacle de Saint-Louest se trouve à Djibouti, mais à Balbala, il n'y a aucun enceinte, je dirais, culturelle. Il y a
des équipements scolaires, mais mal répartis. On voit principalement souvent 2 écoles côte à côte, à faute d'espace foncier pour pouvoir loger une école à l'intérieur de ce quartier-là. Donc il y a également des structures sanitaires pas nombreuses. Donc le diagnostic a révélé beaucoup de carences auxquelles le programme Zéro Bidonville va immédiatement agir pour essayer déjà de ramener les principaux équipements publics. On avait entendu lors de la réunion le ministère des Jeunes et Sports qui disait que effectivement il a déjà 4 ou 5 terrains à construire, mais il cherche là où il faut le construire. Donc c'est ça le plus grand problème. Oui. Le programme va lui dire, nous allons identifier des territoires, des terrains, et on va essayer de, s'il y a des espaces fonciers libres, d'attribuer déjà au ministère de la Jeunesse Sport pour qu'ils puissent construire des équipements sportifs à l'intérieur de ce grand territoire. Donc c'est pour vous dire que ça, c'était un premier diagnostic qui a été fait. Le cabinet est en train de préparer un plan d'investissement prioritaire et le programme, avant la fin de cette année, déjà va identifier quels sont les principaux investissements à faire. On ne va pas restructurer tout balbala rapidement, mais on va déjà utiliser à installer au moins les premiers équipements de nécessité, tels que, surtout pour la jeunesse, des terrains de sport et quelques équipements qu'il faudra rapidement installer à l'intérieur, parce qu'il y a certaines zones où les enfants doivent marcher plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau, à l'école. Et souvent, dans ces quartiers, il y a peu ou pas d'infrastructures de base comme le réseau d'eau, d'électricité ou de voirie. Donc, c'est ça les principaux. Oui, par rapport maintenant à la méthodologie ou tout simplement à la méthode utilisée, on sait que c'est une société qui a assez d'expérience dans ces domaines. Est-ce que ça a été en phase ou adapté vraiment à la réalité de Djibouti, ou c'est une méthodologie assez standard? Alors, il faut savoir que d'abord, c'est nous qui employons ce cabinet, et ce cabinet est chargé de travailler avec l'ensemble des partenaires. Et c'est Arilos, qui est en quelque sorte l'agence de mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, qui doit faire en sorte à ce que ce cabinet puisse rencontrer tous les parties prenantes du projet. Et chaque personne est rencontrée, d'où le diagnostic. Maintenant, pour la phase de préparation, nous allons encore convoquer, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre du programme Zéro Bidonville, il y a 2 instances de pilotage. Il y a d'abord le comité de pilotage, qui est présidé par le président lui-même et qui est composé de ministres, et il y a le comité technique. Le comité technique, c'est principalement issu de quelques ministres, mais principalement des directeurs, des gens qui prennent des décisions pour qu'on puisse agir de l'avant. Le programme Zéro Bidonville, sa faisabilité a été validée par le comité technique et le comité de pilotage. Et chaque étape maintenant du programme, sa mise en œuvre, doit être de concert travailler avec toutes les parties prenantes. Donc ce cabinet, bien entendu, avec entre autres d'autres cabinets qui vont venir également, vont travailler avec nous, et c'est nous qui devons servir de point d'ancrage pour toutes les parties prenantes du projet, et récolter les informations et s'assurer que l'étude qui va ressortir doit être une étude concertée et validée par l'ensemble des partenaires. En répondant à votre question, c'est adopter ces études-là dans les normes internationales et également dans les normes nationales. Si on veut construire une école, par exemple, il faudra tenir compte du nombre de kilomètres qu'il faudra que cette école doit abriter. Parce que lorsqu'on construit une école, il faut s'assurer que cette école doit avoir le nombre d'enfants, et le nombre d'enfants doit prévenir des alentours. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas construire une autre école à côté. C'est illogique. On veut pas. Donc c'est pour ça que les investissements à réaliser doivent être en cohérence avec la répartition spatiale et le nombre de ménages qui vont utiliser. Ce qui met en cause un système déjà qui existe. Comment ça va se passer maintenant? Est-ce qu'on va conserver déjà, pour prendre l'exemple de des écoles situées à proximité, comment ça va se passer? Alors, on va conserver ça et corriger pour les restes des secteurs? Alors, il se peut que les 2 écoles qui sont là côte à côte et les déficiences qu'on a rencontrées, le ministère, par exemple, de l'Éducation et en constatation va pouvoir reformer ou restructurer ces écoles-là en des centres de formation et non plus des écoles. Alors que les écoles vont être installées dans le cadre du programme Zéro Bidonville. C'est pour vous dire qu'il y a une réflexion qui va être faite, et nous sommes en train de travailler pour effectivement mettre en place un plan stratégique d'investissement de tout Balbala Nord. D'accord. Vous l'avez tout à fait souligné il y a un instant, la disparité entre
on va dire Balbala et le reste de la capitale. Et l'objectif justement maintenant, c'est de transformer ce que les experts ont appelé la ville dortoir, qui est Balbala, en un centre dynamique. Est-ce qu'on a vraiment les moyens pour atteindre ça? Parce que c'est vraiment, ils cherchent un certain équilibre entre tous les secteurs. Effectivement, mais actuellement, c'est clair. Actuellement, Balbala Nord est une ville doctoire. Les gens vont là-bas pour dormir et ils ressortent. À côté, nous avons pas mal d'infrastructures comme le port, comme les free zones, pas mal d'activités économiques. Alors nous sommes en train de réfléchir pour faire en sorte que ce territoire soit un territoire qui soit en conformité avec le développement économique de Djibouti. Il ne faut plus que ce territoire soit une ville doctoire, mais vraiment une ville dynamique. Parce que nous sommes en train de créer des centralités secondaires économiques dans ces quartiers-là et permettre à cette population de ne plus considérer ce territoire comme le dortoir, mais considérer comme vraiment une activité économique. Alors, vous avez parlé effectivement des moyens financiers, c'est conséquent, mais c'est étalé sur 15 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est des investissements prioritaires. Nous sommes en train actuellement d'identifier les investissements prioritaires dans le sens où il faut rapidement permettre à cette population de vivre décemment et de permettre à ce territoire d'avoir au moins des activités génératrices de revenus. Donc, c'est-à-dire faire des grands boulevards, comme le boulevard Avenue 13 ou Avenue 26, permettre à des structures économiques d'intégrer dans ce territoire, de relocaliser exactement. Pourquoi ne pas créer des hôtels à l'intérieur, surtout actuellement, nous n'avons pas d'hôtel de 3 étoiles ou de 4 étoiles dans ce territoire-là. Pourquoi ne pas le créer pour permettre qu'un investisseur puisse venir? Il faut lui donner les conditions nécessaires pour qu'il vienne. Et c'est là où le ministère du Logement, avec l'ensemble des partenaires, on doit travailler pour rendre ces territoires attractifs et surtout connecter les infrastructures économiques comme le port, les gens qui vont pouvoir travailler sur le port, pour pouvoir accéder dans ce territoire, avoir des facilités. On a le free zone, donc la zone franche qui a été inaugurée par le président. Il faudra qu'il y ait une relation économique entre Balbala et la zone franche. N'oubliez pas qu'il y a l'université de Djibouti au sud, où il faudra peut-être créer des centres d'activité pour les étudiants dans Balbala. Donc il faut que Balbala Nord soit en quelque sorte dynamique et avoir des interactions entre le centre-ville, les zones d'activité économique et les zones universitaires. Donc c'est vraiment repenser ce territoire-là. Et s'il faut évacuer, nous sommes en train de travailler sur un autre site à Balbala Sud, où on est en train d'aménager pour que les ménages sortent de ce quartier-là et qu'il y ait, je dirais, un équilibre entre les territoires. Balbala, on en a assez, il faudra maintenant restructurer ce quartier-là et permettre d'être en phase avec le développement économique de Djibouti. D'accord. Maintenant, les études, ou l'étude est là. La prochaine étape sera bien entendu de corriger toutes ces lacunes. Comment ça se passera? Bien entendu, nous attendrons d'ici la fin du mois de février un premier plan stratégique d'investissement prioritaire. On est en train d'identifier maintenant qu'est-ce qu'il faut en priorité activer pour que les financements que nous disposons actuellement, on puisse les intégrer et rapidement corriger les premières insuffisances. Il y aura peut-être la construction des écoles, il faudra libérer des fonciers, il y aura la construction de quelques équipements, des terrains de sport pour les jeunes, pour qu'ils puissent accéder à faire des activités sportives. Et pour vous dire qu'un premier plan doit être disponible, qui va nous permettre d'engager les premiers investissements. Et par la suite, chaque quartier fera l'objet d'une opération de restructuration. N'oublions pas que cette étude-là, c'est une étude macroéconomique. Donc elle nous donne une orientation stratégique de ce que nous devons faire pour Balbala pour qu'elle soit en phase avec le développement économique de Djibouti en 2035. Alors, dans ce plan macroéconomique, nous allons en faire à l'intérieur des études de restauration par quartier, comme on est en train de faire pour Balbala Ancien. Il y aura un autre quartier qui va être ciblé également, mais dans ce quartier, ce qu'on va faire, il doit être en relation avec le plan macroéconomique. Si dans ce quartier-là, le plan macroéconomique dit que ce quartier-là doit être identifié comme un quartier où il faut faire beaucoup plus d'économie, de commerce, l'étude va plutôt faire favoriser du commerce. Donc pour vous dire qu'on a ce plan stratégique et on va faire dans chaque quartier des opérations spécifiques qui seront en phase
avec le plan macroéconomique et le plan stratégique de développement de Balbala Nord. D'accord. Abdrahman Ali, directeur de l'Agence des réhabilitations et du logement social, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des compléments d'infos.